La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune.
La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin, c'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisée en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois. Les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lave en fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate, ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météorites. Les tremblements de Lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins 240 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur, tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et, combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre lune car elle est aussi trop proche du Soleil. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium qui suivent le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement. Les collisions avec les météorites expulsent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient dans l'espace. Durant plusieurs jours par mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue de Lune est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible à l'œil humain, 50 fois plus faible que ce que tu peux percevoir. Mais pendant ces quelques jours, les plus puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Les mathématiciens affirment que les trous blancs pourraient exister.
Malheureusement, les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Même si tu voyais un trou blanc, tu ne serais pas capable de rentrer dedans de l'extérieur. Mais tu verrais la lumière et la matière en sortir. Betelgeuse, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à diminuer d'intensité en 2019. Cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà grossi dans des proportions gigantesques. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis Betelgeuse est donc devenue plus sombre à l'automne 2019. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements pouvaient déjà être observés à l'œil nu. Rien d'étonnant à ce que la luminosité de l'étoile ait diminué de 2/3. À cette époque, les astronomes étaient persuadés que Betelgeuse était sur le point d'exploser en supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais contre toute attente, elle a retrouvé sa luminosité habituelle en avril. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait en fait éjecté une partie de sa matière, et cela a partiellement bloqué sa lumière. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, vont se rencontrer. Mais cela se produira dans environ 4 milliards d'années. Quand elles rentreront en collision, une énorme galaxie elliptique verra le jour. Il pourrait y avoir plus d'eau sur la Lune que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent. Et pas seulement sur sa face cachée, mais aussi sur sa face ensoleillée. Cette eau pourrait s'avérer utile lors des prochaines missions déjà prévues. Les exoplanètes Barbe à Papa sont des planètes spéciales situées en dehors de notre système solaire. Également appelées planètes superenflées, elles ont la plus faible densité jamais découverte. Cela leur donne un aspect aérien et moelleux. Mais même si elles ressemblent à la friandise la plus populaire des parcs d'attractions, ces planètes sont énormes. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce phénomène insolite ressemble à des lutins et des elfes bleus virevoltant au-dessus de la planète. Il s'agit de 2 types de flashs lumineux qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps, de simples millisecondes. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 96 km au-dessus des gros orages. Dans l'univers, on trouve non seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, la galaxie de la Voie lactée est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Une tempête de la taille de notre planète fait actuellement rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Cette tempête a une queue de nuages blancs et elle fait le tour de la planète entière. La tempête se produit environ tous les 30 ans, lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Au début, la tempête est une simple tache. Et puis, elle commence à s'étendre en taille. C'est parce que la Grande Tache Blanche est un énorme système d'orage. Mais le mystère principal qui intrigue les astronomes est de savoir d'où la tempête tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que la configuration des nuages de la tempête ne peut que s'expliquer s'il y a une source de chaleur interne capable d'alimenter les vents. Les objets libres de masse planétaire ne tournent pas autour de leur étoile. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Ces corps spatiaux qui flottent librement voyagent dans l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont aussi très difficiles à repérer. Ces planètes ne produisent pas de lumière, elles n'émettent pas non plus de chaleur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vues à l'aide de la lumière infrarouge. Mais il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont repéré la plus petite planète de ce genre, qui se trouve dans la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. La Lune semble rétrécir. Le satellite naturel de la Terre est aujourd'hui plus petit de 45 mètres qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les secousses qui agitent la surface du satellite naturel de notre planète. Les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique. Des séismes martiens se produisent régulièrement sur cette planète. Les scientifiques découvrent souvent des choses étranges dans l'espace. Beaucoup d'entre elles ressemblent à des taches floues. Mais il existe un type de tache qui ne ressemble à aucun autre corps spatial connu. Ces mystérieux cercles faits d'ondes radio sont visibles uniquement avec des radiotélescopes. Ce ne sont pas des restes de supernova ou un effet d'optique bizarre. Certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait bien s'agir des gorges de trous de verre. Ce sont des tunnels hypothétiques entre les trous noirs. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio d'une luminosité aveuglante. Ils contiennent autant d'énergie que ce que produit notre Soleil en quelques jours, mais ne durent que quelques millisecondes. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée.
Mais récemment, les astronomes ont détecté certains d'entre eux provenant de notre galaxie. Et leur source était un magnétar situé seulement à 30 000 années-lumière de notre planète. Tout liquide qui flotte dans l'espace se transforme en sphère. Ce phénomène se produit également dans l'orbite terrestre basse. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert que l'une des étoiles les plus grosses du secteur avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent voir clairement une étoile en particulier, sauf si elles sont énormes. Et l'étoile dont nous parlons était gigantesque. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que le Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près plusieurs années après, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi gigantesques s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante, mais les astronomes n'ont rien remarqué de la sorte dans ce cas. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir sans avoir déclenché de supernova au préalable. Cela se produit chez les étoiles en fin de vie, mais très rarement. Dans quelques milliards d'années, l'univers devrait connaître une croissance tellement importante que nous ne pourrons plus voir d'étoiles dans le ciel. Toutes les planètes du système solaire émettent des ondes radio. Elles sont particulièrement fortes si l'on parle de Jupiter. Cette planète possède le plus grand et le plus puissant champ magnétique. Mais les astronomes n'ont pu détecter aucune onde radio provenant d'une planète située en dehors du système solaire. C'est-à-dire jusqu'en 2020. Le signal enregistré par les scientifiques provenait d'une géante gazeuse, Toboitis. Elle se trouve à 51 années-lumière de notre planète. Grâce à ce signal, les astronomes ont réussi à en savoir un peu plus sur le champ magnétique de la planète. Et à l'avenir, cela permettra d'en savoir plus sur ce qui se passe dans l'atmosphère de la planète. La planète naine Haumea est plus éloignée de la Terre que Neptune. Elle est en orbite dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau de glace en forme de beignet qui tourne autour du Soleil. Cette planète allongée a 2 lunes. Une journée ici dure 4 heures terrestres. Dans l'ensemble, ce corps spatial est plutôt bizarre. Il est entouré de minces anneaux qui sont probablement apparus à la suite d'une ancienne collision. Une étoile de la galaxie GSN 069 est susceptible de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait se produire en raison des rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. D'abord, les astronomes ont noté des éclats inhabituels de rayons X qui étaient étrangement brillants. Ils se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir étudié ce phénomène pendant un certain temps, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se déplaçait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les flashs éblouissants ? C'était la matière qui était aspirée de la surface de l'étoile par le trou noir. Il s'est avéré qu'au cours de millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche. Et ce processus n'est absolument pas prêt de s'arrêter comme ça. Des astronomes ont trouvé des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz, incolore et inflammable, se trouve souvent là où vivent les microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais même s'il y avait de la vie sur l'étoile du soir, elle n'aurait pu apparaître que s'il y avait aussi une atmosphère. Aucun organisme vivant ne serait capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche. Il n'y a pas d'eau liquide sur la planète. Et la pression est ici 90 fois supérieure à celle de la surface de la Terre. Les températures montent souvent à plus de 480 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps
temps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leur propre lune qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne
ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se déposent souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau.